Une enquête, pourquoi elle ne passe pas? Salam alaikum, Azul, bonsoir. Alors, aujourd'hui, en guise d'intro, je préfère vous faire écouter la déclaration de M. Tayyib Louh, ministre algérien de la Justice. C'est du moins l'appellation officielle de ce département. Écoutez bien, vous allez apprendre que l'Algérie est un État de droit, et même plus, qu'elle est un meilleur État de droit que certains États développés, nous dit-on, qui ne respectent pas, comme le fait le régime algérien, les droits de l'homme et les libertés des gens. Écoutez. إصلاحات عميقة جدا، إصلاحات جد عميقة وذات صلة بحقوق الإنسان وحريات وحقوق المواطنين والمتقاضين على الخصوص. المنع الإداري من التراب الوطني، هل انتهى فعليا اليوم؟ انتهى الأمر الإداري. دخلنا الإجراء المتعلق بحماية حرية الناس، أنه لا يجوز إطلاقا منع شخص من مغادرة التراب الوطني أو تقييد حريته في مكان معين إلا بأمر قضائي. نعم. والدستور الجديد في التعديلات الأخيرة، إصلاحات فخامة رئيس الجمهورية، أكد على ذلك، أن تكون الأحكام والقرارات والأوامر معللة، وأنه لا يجوز أن منع أي شخص من مغادرة التراب الوطني أو تقييد حريته في مكان معين أو حصرها إلا بأمر قضائي. هذا تقدم كبير فعلا بالنسبة لحقوق، حماية حقوق وحريات الناس. أعطيك مثال. نعم. لأنه الأمر يتجاهل، لا يتكلم. الآن في دولة متقدمة نتيجة الظروف يجوز لوزير الداخلية أن يقيد حريات الناس إداريا فعلا. ويجوز أن يمنع أي شخص للاشتباه، هكذا الاشتباه كما يحلو له فعلا أن يخرج من التراب الوطني، يقيد حريته. بينما نحن أدخلنا ذلك في إجراءاتنا وفي منظومتنا القانونية. إذا نحن نتقدم شيئا فشيئا. نعم. وكما يقال بالعامية برزانة بعصر. بالضبط. Alors, pour ceux qui n'ont pas accès à la langue arabe, je vais faire la traduction. On aurait voulu vous la faire en sous-titrage, mais bon. Des réformes profondes, des réformes très profondes, et qui concernent les droits de l'homme. Je rappelle que c'est le ministre qui parle en arabe. Des réformes profondes, des réformes très profondes, et qui concernent les droits de l'homme, et les libertés et les droits des citoyens, et tout particulièrement les justiciables. Les mesures administratives de sortie du territoire national. Ça, c'est la journaliste qui lui pose la question. Les mesures administratives de sortie du territoire national, est-ce qu'elles ont été annulées? Oui. L'interdiction n'existe plus. Nous sommes entrés dans une phase relative au respect du droit des gens. Il n'est plus permis de façon totale d'interdire à quiconque de quitter le territoire national ou de le retenir par la force dans un quelconque endroit de rétention, sauf sur décision de justice. Et la nouvelle Constitution, notamment ses récents amendements, les réformes de Fakhamatuhu, son Excellence, le Président de la République, confirment cela, que les jugements, les décisions, les ordonnances soient justifiés. Sinon, personne ne peut être interdit de quitter le territoire ou retenu malgré lui dans un quelconque lieu de détention. Cela ne peut se faire que sur décision de justice. Ceci est une grande avancée. Et la journaliste lui répond, effectivement,
Puis il reprend, le ministre, une grande avancée pour ce qui est de la protection des droits de l'homme et des libertés. Je vous donne un exemple. Parce que les gens ne savent pas en ce moment. Ils ne savent pas, les gens, ils ne savent pas suffisamment. Eh bien, sachez que dans un pays développé, les circonstances ont permis à un ministre de l'Intérieur de juguler les libertés des gens par mesure administrative. Et il lui est permis d'interdire à toute personne, juste sur suspicion, sur simple suspicion, comme cela lui plaît, d'interdire à quiconque de quitter le pays, et il peut suspendre ses libertés, alors que nous avons restreint cela dans nos mesures, à nos mesures et nos cadres légaux. Donc, nous avançons peu à peu, comme on dit en dialectal, avec de la pondération, la laine sera vendue. Barzana Tembas, sauf. J'ai le plaisir de recevoir pour en parler Nazim Taleb, membre du secrétariat de Rachad. Merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. C'est très gentil à vous. Merci. Saïd Aknin, militant pour les droits de l'homme. Merci Saïd d'être avec nous. Merci Jamaldine, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Alors, depuis Alger au téléphone, Salah Dabouz, président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Et depuis le Canada, Adel Jabbar. Merci à tous deux d'être donc avec nous. Pour les titres, nous ne pourrons donc pas vous les passer. Un petit incident technique. Ah, on me dit qu'on les a. D'accord. Alors, aujourd'hui. Algérie Focus. Justice. Les avocats interdits de réseaux sociaux par Massi M. TSA. L'Algérie n'est pas un pays libre, selon Freedom House par Sarah Smaïl. Le matin d'Algérie. Le système politique algérien est-il véritablement démocratique? Par Bentaboula Mohamed Salah. Nous allons donc commencer par recevoir Salah Dabouz, l'expert en la matière, lui qui est donc avocat et donc président de la Ligue algérienne pour les droits de l'homme. Salah Dabouz, merci d'être avec nous. Salah Dabouz? Oui. Allô? Allô, merci Salah Dabouz d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci. Alors, vous avez vu cette déclaration de Monsieur le ministre de la Justice sur les droits de l'homme, les libertés individuelles, les droits des gens? Oui, j'ai vu cette déclaration. Ce que je confronte comme situation, moi, tous les jours, est complètement contradictoire avec ce qu'a déclaré Monsieur le ministre de la Justice. Je peux vous donner quelques exemples. Justement, par Madame exemple, il y a quelques semaines, j'ai reçu dans mon cabinet Monsieur Tahar Ben Abbas, un activiste de Ouargla très connu, qui a été interdit de voyager au Maroc par la police de frontière à l'aéroport Houari Boumdine. On lui a interdit de quitter le territoire. On lui a interdit. On lui a interdit de quitter le territoire sans lui expliquer pourquoi. Pardon, maître Dabouz. On lui a interdit de quitter le territoire sans décision de justice. Sans décision de justice parce que 2 ou 3 semaines après, on lui avait permis de quitter le territoire pour aller en Tunisie parce qu'il savait qu'il était interdit d'accès de Tunisie par les autorités tunisiennes pour des raisons qu'il ne connaît pas. Donc, il était interdit d'aller au Maroc, mais il n'était pas en Tunisie, ce qui veut dire qu'il n'y avait pas de décision de justice qui l'interdisait de quitter le territoire. Ça, c'est une réalité. Et j'ai écrit une lettre à monsieur le directeur général de la Sûreté nationale, une autre lettre à monsieur le procureur près du tribunal de Ouargla et une copie à monsieur le procureur général de Ouargla, et je n'ai reçu jusqu'à aujourd'hui aucune explication. Donc,
Peut-être qu'il y a une Algérie théorique, mais il y a une Algérie réelle qui, elle, est complètement différente de la théorie. C'est le minimum de commentaires que je peux faire à monsieur le ministre de la Justice. J'ai dit à un ami tout à l'heure que ça fait plusieurs années que je sillonne l'Algérie et je cherche cette Algérie théorique, je ne l'ai pas. Elle existe dans la tête de certains ministres et dans beaucoup de textes. Non, mais Salah Dabbous, oui. de toutes les façons, c'est nous qui peut-être sommes tordus ou qui tordons la vérité à notre convenance, puisqu'il l'a affirmé sur une chaîne publique, à une heure de grande audience, et même la journaliste qui l'écoutait quand il a dit ça, quand il a dit que les gens maintenant, on ne peut plus les interdire de quitter le territoire national, elle lui a dit effectivement, journaliste, hein. Donc c'est peut-être vous et moi et nous tous un peu qui sommes tordus un peu, qui sommes les ennemis de l'Algérie, qui essayons de tordre la vérité à notre convenance, qui sommes guidés par la main étrangère. Restez avec nous, Salah Dabbous. Alors, Nazim Taleb, vous avez entendu Maître Salah Dabbous et vous, le ministre de la Justice. D'ailleurs. Merci. Alors, le ministre de la Justice qui a dit clairement, hein, on ne peut plus retenir quiconque de quitter le territoire national sans décision de justice. Maître Salah Dabbous, qui est avocat, qui est en même temps président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, voilà ce qu'il nous dit. Et il cite quelqu'un de particulier qui est très connu en Algérie. Un chômeur qui a été arrêté des dizaines de fois sans décision de justice, qui a été mis en détention illégale des dizaines de fois, qui a été maltraité, qui a été brutalisé et qui aujourd'hui en interdit de quitter le territoire national. Bon, déjà, on peut citer d'autres exemples, hein. Je veux dire, il n'y a pas que Tahar Bel-Abbas. Par exemple, quand il dit aujourd'hui, il n'a pas résumé le champ d'action de la justice juste à ceux qui veulent quitter le territoire, mais à ceux aussi qui sont chez eux, etc. Boras, on a complètement défoncé les portes sans décision de justice pour le prendre comme si c'était un malfrat, alors qu'il a fait juste un post sur Facebook critiquant Bouteflika. On a d'autres décisions de justice qui sont complètement aberrantes. Temelt, parce que je rappelle à monsieur le ministre qu'il a la vie de Temelt sur sa conscience, parce que le juge, non seulement il n'a pas appliqué la loi algérienne qui donnait au juge effectivement, dans le cas, bien sûr, déjà la loi elle est aberrante, mais son application limitait la sanction à une sanction pécuniaire. Or, le juge, il a outrepassé ses prérogatives et les prérogatives de la loi, c'est-à-dire en appliquant aussi une peine de prison. C'est-à-dire Temelt, il s'est retrouvé en prison à cause d'un juge zélé, et le ministre n'a jamais dénoncé ça. Zélé, puisque sur les réseaux sociaux, son nom a circulé à ce juge. Je ne me rappelle plus son nom, sinon je l'aurais donné avec plaisir. Le juge et la juge, ce sont deux, qui sont connus, surtout monsieur le juge dont j'ai oublié son nom, qui est connu pour appliquer avec un zèle exceptionnel les injonctions qu'on lui dicte au téléphone. Donc voilà, donc ce monsieur, le ministre qui dit on est dans un état de droit, il y a eu des avancées, le minimum c'est quand même de convoquer ce juge, de dire comment ça se fait que vous appliquez des lois qui n'existent pas, puisque la loi stipule qu'il fallait appliquer une sanction pécuniaire, on se retrouve avec une sanction de réclusion et de privation de liberté, puisqu'on l'a mis en prison. Et il en est mort à la suite de ça. D'autres exemples, Ali Belhaj, il a fait 12 ans de prison, il a recouvert l'intégralité de ses droits civiques, et on l'empêche de s'exprimer aussi bien dans les mosquées que de se déplacer au sein du territoire algérien. Chaque semaine. Au sein du territoire algérien. Ouais. C'est même pas qu'il veut quitter le territoire algérien. Dans le territoire algérien, c'est-à-dire c'est un Algérien qui a tous ses droits civiques n'a pas le droit de parler à ses concitoyens politiques. Et d'ailleurs, je rappelle que pour Ali Belhaj et Abbassi Madani, l'ONU a contraint l'Algérie à payer des dommages et intérêts pour abus. Oui, donc on est dans ces déclarations, je dirais, folkloriques, où on est habitué. Donc vous avez un ministre qui dit l'Algérie, c'est un grand pays d'état de droit. Meilleur que ceux de certains pays développés. Vous avez un ministre de la communication qui dit
comme ça, sans sourciller, on va exporter de l'Internet. Ouais. Et d'autres, on a un système de santé merveilleux. Mieux que certains hôpitaux américains et français. Tellement merveilleux que Bouteflika va se soigner là-bas, Salah, le président du Sénat, va se soigner là-bas. Tous. Toute la nomenclature algérienne va se soigner en France, tellement le système algérien est magnifique. Non seulement tous les barons du régime, et leurs familles. Bah, bien sûr, bien sûr. Quand on va soi-même, on invite madame, les enfants, les petits-enfants, etc. Donc, même pour des petits bobos. On connaît l'histoire d'un général qui est parti se faire soigner pour arrêter de fumer. Voilà, comme on a bien sûr une cour des comptes qui suit de près nos dépenses, donc forcément les barons... Saïd Aknin. Vous savez, si ce ministre savait c'était quoi la liberté, il n'aurait même pas prononcé le L avant d'arriver au E. Pour quelle raison? J'ai l'habitude de dire qu'ils sont dans une bulle, et cette bulle, à l'intérieur, il y a un gaz qui fait d'eux des schizophrènes, un dédoublement de personnalité, où ils ne croient même pas eux-mêmes à ce qu'ils disent. Quand un pouvoir est illégitime, vous pensez qu'il va accepter à ce qu'il y ait des libertés publiques. Vous pensez à ce que le peuple aura justement cette possibilité de se sentir libre dans son être individuel, dans son être social et dans son être collectif, c'est-à-dire une entité politique. Je donne des petits exemples. Mon ami Nazim m'avait donné deux exemples qui me tiennent vraiment à cœur. Et ça, je le dis, Ali Belhadj humainement, même s'il y a des divergences politiques. Mais vous savez, même si on a des divergences, je me battrai jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour que vous ayez le même droit que moi à l'expression, à l'organisation et à l'épanouissement et à l'équilibre dans l'espace où nous devons vivre en toute harmonie. Le cas de Tamelt, c'est un cas de Hogra. C'est un cas, justement, non seulement c'est un délit au droit d'opinion qui remet en question complètement ces déclarations fantasmagoriques, chimériques, utopistes, mensongères, propagandistes de ce ministre. Justement, Saïd Aknin, justement, excusez-moi de vous avoir interrompu. On l'a condamné, Mohamed Tamelt, à 3 ans de prison pour avoir, supposons qu'il a vraiment outragé le président de la République. Bon, il y a tout le monde qui s'est caché derrière le président de la République. Lui, s'était attaqué surtout aux familles, aux filles, etc., même s'il n'aurait pas dû. De Bouchouarb, de Sellal, il les a montrés en train de faire la fête, pour tout dire. Il n'aurait pas dû. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce genre de journalisme. Mais il n'a pas outragé plus que ça le président de la République. Alors eux, ils sont cachés derrière le président de la République pour lui faire tout endosser. Et ils l'ont fait condamner par ce fameux juge de Sidi Mohamed qui est là pour appliquer toutes les sales besognes du régime. Et on l'a condamné à 3 ans de prison ferme. Alors imaginez, lui qui nous dit maintenant « Ah, rien ne peut se faire sans décision de justice ». Mais ta justice qui fonctionne Est-ce qu'en France, par exemple, prenons la France où nous nous trouvons aujourd'hui, quelqu'un qui viendrait injurier le président de la République, le traiter de tous les noms, le caricaturer tout nu, caricaturer même sa femme, sa fille, est-ce qu'il serait condamné à 1 jour de prison? Vous savez, les comparaisons... Non, je vous pose la question. Absolument pas. Quelqu'un, il a frappé Manuel Valls. Manuel Valls, une gifle. Frappé. Ouais. Il est poursuivi en justice et il va probablement occuper et couper. Prison de sursis. Et plus intérêt de travaux général. Et dans le cas d'outrage, on condamne en civil. Tout à fait. Eux qui copient la France en tout. Le Conseil constitutionnel, la Constitution, la Cour des comptes, pourquoi qu'ils ne copient pas ça? Quand on outrage le président de la République, on écope d'une peine en civil, pas de 3 ans de prison. Tout à fait. Et je termine. Fakhar aujourd'hui, qui croupit en prison et que sa vie est en danger. Des militants d'un courant politique, à savoir le MAC, dès qu'ils brandissent un fanion, on les prend en prison. Mais ça, c'est dans l'ADN du régime. Un régime illégitime n'acceptera jamais des libertés publiques. Mais aussi, quand on parle de liberté, c'est vague. Sous quel paradigme allons-nous étudier le concept?
il y a un certain nombre d'attributs à cette liberté. Le droit à la vie. Existe-t-il réellement le droit à la vie en Algérie quand on sait que la page certaines pages dans notre histoire sont écrites avec du rouge sang. Et qu'elles ont été tournées sans plus de... Restez sans avec nous, vérité et justice. Je vais demander à notre ami Adel Jabbar, qui est au Canada, de nous rejoindre. Il sera avec nous en Skype. Adel Jabbar, merci d'être avec nous. Merci, c'est moi qui vous remercie. Je salue tous les téléspectateurs de Maghrébia ainsi que vos invités sur le plateau et notre ami d'Alger. Merci. D'abord, j'aimerais vous poser une question sur ce qui se passe au Canada au sujet de l'attentat. On nous dit qu'il y aurait eu une 7e victime des suites de l'attentat contre le centre islamique de Québec. Malheureusement, oui, c'est une information qui a été diffusée hier. Nous n'en savons pas beaucoup plus sur la victime elle-même. Nous attendons des informations d'un moment à l'autre, mais généralement, on a en face de nous des pouvoirs publics qui sont d'une transparence irréprochable en termes d'information et en termes d'application de la loi. Et nous sommes dans un état de droit où rien ne se cache. On nous dit que c'est la 7e victime, Rabbi Rahma, un homme, est un ressortissant tunisien, c'est ça, d'origine tunisienne. Absolument, c'est ce qu'on dit, effectivement, oui. Et on nous dit aussi qu'il y a eu beaucoup d'hommages rendus à la communauté musulmane, à ses victimes. C'est quelque chose d'indescriptible, c'est émouvant. Moi-même, j'étais là-bas hier, à l'Arena Maurice Richard, au stade olympique. Le Premier ministre du Canada, le Premier ministre du Québec, les 2 maires de Montréal et de Québec étaient présents. Toute la société civile, à travers ces associations, était présente pour comparer le comparable. Je n'ai pas vu un général, parce que assez souvent, on dit les autorités militaires et civiles, et s'il n'y a pas de militaire, le militaire est à la caserne, c'est les pouvoirs administratifs et politiques et la société civile qui se prend en charge. C'était complètement émouvant. Un Premier ministre d'un pays du G8 qui pleure, un Premier ministre de la province du Québec qui pleure, un maire de la ville où le drame et l'attentat terroriste s'est produit qui pleurait, le maire de la grande ville, de la métropole de Montréal qui faisait des efforts extraordinaires pour s'adresser à nous en arabe. Et il y avait quelque chose de particulièrement étonnant que j'ai vu, parce que notre sujet étant l'injustice, pas la justice en Algérie. Hier, j'ai vu quelque chose de phénoménal. Nous étions dans l'aréna, nous étions à peu près 6 000 ou 7 000 personnes. Il y avait, au-delà de la présence de nos frères musulmans, il y avait beaucoup d'autres communautés qui sont venues. Ce qui m'a frappé, c'est pendant l'Iqamat Salat Dohr, la prière du Dohr, j'ai vu de nos frères musulmans, ismaéliens, ahmadis, avec leur turban vert, faire les mêmes prières que nous, fait sauf wahid. Alors que je lisais dans la presse algérienne que aujourd'hui, on est en train de pourchasser ces minorités à Sigda, à Blaibès, à Alger. C'est des musulmans pourtant. La constitution algérienne, pour rentrer dans le sujet, elle garantit, c'est le texte fondamental qui garantit les libertés de croyance, qui garantit les libertés de culte. Mais malheureusement, on est en train de pourchasser des musulmans comme nous, qu'ils soient chiites ou ismaéliens ou ahmadites. Il n'est pas bon de dire je suis évangéliste ou je suis catholique. Il n'est pas bon non plus d'annoncer qu'on est d'obédience israélite. Ici, je vis dans une terre de chrétienté, à majorité chrétienne. Nous sommes des minorités, nous ne sommes pas persécutés. Nous pratiquons notre culte, nous pratiquons notre foi dans la liberté la plus absolue. Il n'y a absolument rien qui nous interdit pour revenir donc à notre sujet, c'est très intéressant ce que vous nous dites et très émouvant en même temps. Mais donc comme nous avons un sujet, alors qu'est-ce que vous pensez de la déclaration de Monsieur le ministre de la Justice qui dit que nous sommes un État de droit, que plus personne ne peut être interdit de quitter le territoire de façon arbitraire, ni retenu dans un quelconque endroit qui soit, sans décision de justice. Or, président de la Ligue algérienne des droits de l'homme vient de nous apprendre que ce n'est pas vrai.
C'est un mensonge. Honnêtement, je ne parle pas en tant que spécialiste du droit ou de juriste, je parle en tant que citoyen justiciable en Algérie, parce que je suis algérien d'origine. Je pense et je considère, j'estime que c'est une déclaration schizophrénique encore. Je ne sais pas dans quel pays il vit et à qui il s'adresse. En Algérie, le drame de la justice, c'est que c'est une coquille vide qui n'a plus besoin aujourd'hui de téléphone. Les Algériens disent la justice en Algérie est une justice de la nuit et de téléphone. Aujourd'hui, elle est tellement habituée au téléphone qu'elle précède les téléphones auxquels elle s'attend. Le problème en Algérie, c'est que vous êtes présumé coupable jusqu'à preuve contraire. Je vis dans un pays de droit depuis une trentaine d'années, vous n'êtes jamais coupable. Le fardeau de la preuve repose sur l'accusation, il ne repose jamais sur l'accusé. Le drame en Algérie, c'est que vous êtes accusé de tout et de rien, et c'est à vous de fournir les preuves de votre innocence. C'est du jamais vu. Restez avec nous, restez avec nous, je reviens à vous dans un moment. Adel Djebbar, je reviens à Salah Dabbouz. Salah Dabbouz, d'abord je voulais confirmer, on me l'a dit à l'oreillette, le nom de ce juge qui a confirmé en appel la mise en détention, la condamnation à la prison ferme de Tamalt. Il s'agit de M. Belkherchi. Belkherchi. Oui. C'est donc lui qui a condamné. Est-ce que vous confirmez, Salah Dabbouz? Oui, c'est ce que j'ai lu dans la presse. C'est M. Belkherchi qui a présidé l'audience en appel qui a confirmé la condamnation de M. Temel. Voilà, merci de le dire et de le répéter le plus souvent pour que les gens sachent qui sont ces juges qui agissent sur injonction, qui condamnent des innocents. Salah Dabbouz, continuez de nous donner des exemples sur les graves dépassements dont sont victimes les citoyens algériens qu'on présente aujourd'hui comme des citoyens vivant dans la cité idéale. Oui, alors d'abord, permettez-moi de présenter mes sincères condoléances à toutes les familles des victimes qui ont succombé à cet attentat au Canada, les 7 victimes, des condoléances personnelles et au nom de la ville. Pour revenir à tous les dépassements, moi j'ai donné l'exemple pour répondre, c'est-à-dire à Monsieur le ministre, à son exemple à lui, il a dit aujourd'hui personne ne peut être interdit de voyage. J'ai donné l'exemple le plus récent de Tahar Belabbas. Mais les dépassements, bien sûr qu'il y a des dépassements beaucoup plus graves. Et maintenant je vais vous donner quelque chose qui m'a laissé, j'ai jamais pu penser qu'on peut faire ça en Algérie. Est-ce que vous savez que la région de Gherdaya, le Nzab, pas toute la wilaya, mais surtout la région, est gérée en dehors de toutes les lois de la République par une décision verbale. Il y a un état d'exception qui n'a pas été décrété régulièrement, c'est-à-dire il n'y a ni décret présidentiel, ni présentation du projet au Parlement, ni information officielle de la population. Il y a eu un responsable que j'ai rencontré dernièrement, je lui ai posé la question, est-ce que vous voulez le décret de l'état d'urgence décidé pour la région du Nzab? Il m'a dit, il n'existe pas. J'ai dit, comment la ville est gérée par la police? Il m'a dit, l'aide est venue. Il a dit au chef de la région militaire, Bouteflika vous dit, vous dirigez les opérations, les commandements et les services policiers, tous les services de sécurité sont à vos ordres. Et depuis, c'est-à-dire je crois le 9 ou le 10 juillet, je n'ai pas exactement la date, depuis cette date, la région du Nzab est gérée par la police sous les ordres du chef de la région militaire, de la 4e région militaire, qui est un général, en dehors de toute réglementation normale. Alors, vous êtes en train de nous dire... Il gère tous les aspects, Salah Dabbouz. C'est le Wali qui applique. Oui, Salah Dabbouz. Pardon. C'est le Wali, oui. Vous êtes en train de nous dire quelque chose d'absolument phénoménal. Monsieur le ministre de la Justice, il dit qu'il n'y a pas un seul citoyen dont on peut abuser des droits, violer les droits fondamentaux, ces droits à la liberté. Et vous êtes en train de nous dire que ce sont des centaines de milliers de gens qui vivent dans l'abus et dans la violation du droit? Exactement.
simplement ça. Toutes les arrestations, toutes les perquisitions commises, exécutées par la police à Gherdaya depuis le 9 juillet, la date de l'arrestation de Kamel Din, en dehors des heures prévues par le code de procédure pénale, qui ne peut être permise exceptionnellement que par une décision d'état exceptionnel, qui peut être un état d'urgence local ou un état, selon ce que prévoit la loi, les états d'exception sont connus. Les perquisitions, les arrestations en dehors des heures fixées, vous pouvez trouver ça dans les PV. L'heure est fixée. Mais l'état de siège, est-ce qu'il est théorique? Est-ce qu'il est officiel, réglementaire, publié au journal officiel? D'après le responsable que j'ai rencontré, oui. Il n'y a ni décret présidentiel, ni décision du Parlement, ni publication dans le journal officiel. Mais ce qui est sûr et certain maintenant, ce que moi j'ai vérifié moi-même, il n'y a ni information de la population qui devait avoir lieu après tout ça. Et jamais, ni la justice ni la police n'ont référencé ça dans leur procédure. C'est-à-dire quand vous êtes en état d'exception, en état d'urgence ou en état de siège ou n'importe quel état d'exception, vous devez dans tous vos PV mentionner, selon la décision, tel décret présidentiel qui met cette région en état d'urgence ou en état de siège. Restez avec nous, Salah Tabou, je reviens vers vous, c'est pour faire circuler un peu la parole. Nassim Taleb, c'est complètement ahurissant ce qu'on est en train d'attendre. Oui, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ahurissant et algérien, je veux dire, c'est pas... C'est rentré dans les mœurs. C'est pas homonyme, c'est un petit peu équivalent. Hein, c'est la banalisation du non-droit. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que Gherdaya qui est en état de siège. On voit, moi, je me rappelle avoir visité... la Kabylie, déjà il y a quelques années, on avait l'impression que ce n'était pas l'Algérie. C'est-à-dire qu'il y avait un contraste tellement énorme entre l'Ouest et la Kabylie. C'était des barrages partout, c'était des militaires. On était vraiment dans... Et ce que vivent aussi la région en Kabylie, on le sait. Hein, il y avait à un moment donné que les gendarmes là-bas, etc. Donc il y avait aussi un état de siège de la Kabylie. Donc pourquoi? Parce que tout simplement, le régime algérien n'aime pas des gens qui sont révoltés, que ce soit à Gherdaya, bon, on peut être d'accord ou pas d'accord avec les revendications. Ça, c'est pas notre sujet aujourd'hui. Comme il a dit Saïd, peu importe vos revendications, vous avez la liberté de les exprimer. Et démocratiquement, j'ai le droit de démonter un petit peu votre argumentaire. Mais en aucune façon, j'ai le droit de vous mettre en prison parce que je vous ôte ce droit à la parole. Bon, bref, donc il n'y a pas que, je dirais, la Gherdaya, la Kabylie, c'est pas dit, mais on le voit tous les jours, etc. Vous avez d'autres régions qui sont complètement ostracisées par ce régime-là. Donc, effectivement, c'est ahurissant dans le sens où, encore une fois, on a une déclaration d'un ministre. Donc on sait très bien que ces déclarations ne correspondent pas du tout à la réalité, mais ça c'est pour plusieurs raisons. Il y a pas Pourquoi ils les font alors? Parce qu'il y a plusieurs. Je dirais, il faut connaître un petit peu la mentalité de ces gens-là. Bon, je ne vis pas comme un ministre algérien, mais j'essaye un petit peu à travers mes lectures des différents livres, etc. Au-delà de la schizophrénie, c'est des gens qui déjà évoluent entre eux. Donc c'est des gens. Au fait, c'est moi je suis ministre, donc tout le monde ne va pas me critiquer, bien au contraire. Ah oui, vous faites un joli travail, l'Algérie, elle va bien, etc. Donc, Nazim, oui. Ce ministre, il connaît très bien l'Algérie. Il a de la famille, il a des gens, peut-être même il a des parents qui sont dans le bas peuple, comme ils disent, les gens d'en bas. Il sait très bien ce qui se passe. Lui, il le sait. Pourtant, il va à la télé où il est regardé par des millions de gens et il dit des choses qui ne sont pas vraies du tout. Mais alors, pas du tout. Mais à la limite, si c'était destiné à la consommation internationale, on aurait compris. Or, ce n'est pas le cas. Ça, c'est destiné à la consommation locale. Il est en train de mentir à des gens qui savent qu'il ment. Et donc, pourquoi il fait ça? Ça ne leur pose pas de problème, ça, à la base. Mais pourquoi ils le font? À quel but? Dans quel but? Non, pour quel but? Je veux dire,
c'est un gouvernement, il faut bien qu'il communique. Bon, d'une manière ou d'une autre. Mais intelligemment, un tant soit peu, quoi. Bon, Pas aussi franchement, grossièrement. Franchement, quand on voit comment l'Algérie est gouvernée, on est en dehors de l'intelligence, en dehors de toute logique. Ce pouvoir le sait très bien, par exemple, que dans quelques années, il va être acculé avec la crise financière économique, etc. Et il ne fait rien du tout. Bien au contraire, il est en train d'envenimer les choses avec une société civile pratiquement inexistante, avec un système, des institutions qui sont complètement à la solde de ce régime. Et on sait très bien que dans une période de tumulte que l'Algérie va connaître, malheureusement, on n'est pas là pour vendre du malheur, mais on ne produit rien. On ne fait rien, etc. Donc il ne faut pas se leurrer. Dans 4-5 ans, l'Algérie va faire face à une situation catastrophique. D'accord ? Donc ces gens-là n'ont pas l'intelligence, n'ont pas, ils ne regardent pas l'Algérie, ils n'aiment pas leur pays comme toi ou d'autres personnes. Ils ne voient pas que l'Algérie, ils n'ont pas cette ambition de dire l'Algérie, c'est quand même 2 millions de kilomètres carrés, c'est 40 millions d'âmes, on peut quand même avoir notre point économique, on peut même avoir dans notre parole. Ils ne réfléchissent pas comme ça, ces gens-là. C'est impossible qu'ils réfléchissent comme ça. Sinon, ils auraient battu une autre Algérie. Donc cette personne-là, il communique. Je vais vous dire, ces gens, ils vivent entre eux, donc ils se mentent entre eux, ils croient aux mensonges des gens, à leurs subalternes. Ils sont dans une sorte d'autisme. En plus, même quand vous dites, par exemple, ils ont leurs parents. Leurs parents, c'est bon, ils sont vers le haut, eux, ils les ont extirpés de leur torpeur et ils vont les emmener vers le haut. Et quand ils sortent pas pour aller vers Bab el-Oued, etc. Ils sortent à Paris, à New York, etc. C'est pour ça qu'il a, sans le citer, mais il a parlé des États-Unis. Mais aux États-Unis, il y a quand même la secrétaire, la ministre d'État de la justice qui a fait une consigne, qui a dit il ne faut pas appliquer. Elle a refusé d'appliquer. Regardez quand même le civil. Elle a été virée pour ça. Voilà, donc on peut critiquer les États-Unis, mais en face, il y a une société civile. Il y a des milliers de millions de gens qui sont sortis, par exemple, la marche des femmes. Vous avez des ministres qui refusent parce qu'ils estiment que c'est inconstitutionnel. Et de l'autre côté, en Algérie, vous avez un ministre qui appelle le juge. Il lui dit allez, c'est bon, tu appliques 3 ans. Même si tu n'as pas ça dans la loi, tu l'appliques quand même. Saïd Aknin, avant, j'aimerais dire à nos téléspectateurs, il ne reste plus beaucoup de temps, mais ils peuvent envoyer des questions s'ils le souhaitent. C'est une nouvelle formule que nous allons lancer à partir d'aujourd'hui. Sur la page Al-Magharibiya Top 3 sur Facebook, et nous essaierons d'en passer quelques-unes à la fin de l'émission. Saïd. Je voulais dire, c'est-à-dire au-delà de toutes les analyses qu'on peut faire de ce que dit le ministre, la réalité est encore plus amère que le constat que nous allons faire, que des milliers d'exemples que l'on peut citer. Mais quel est le sens politique et la substance sociale que l'on peut donner à la liberté? Quand on sait que la liberté, c'est des attributs. Le droit à la vie. La liberté, c'est aussi le droit à la vie. Est-ce que dans notre pays, il y a le droit à la vie? Absolument pas. Est-ce que dans notre pays, il y a la liberté d'aller et de venir? Monsieur Debbouze vient de nous citer un cas. Vous-même, c'est un cas vivant. Des milliers d'Algériens qui sont à l'étranger sont apeurés. Ils ont peur de rentrer dans le pays. Je cite le cas de Rani Mahdi, je cite le cas du chanteur Lotfi. Il y en a encore des milliers de cas. Et je pourrais dire même tous les Algériens ont la peur au ventre quand ils franchissent les lignes de la PAF. Quand on sait aussi la liberté du domicile. De choisir son domicile. Il y a certains qui sont soumis à des résidences surveillées, aujourd'hui encore. Quand on sait que la liberté, c'est aussi la garantie contre toute détention, arrestation ou pénalité prévue par la loi. Aujourd'hui, il y a des putschs, y compris par la loi. Moi, ce qui me fait peur, ce n'est pas quand la loi n'existe pas, c'est quand elle existe. Pourquoi ? En 2008, on sait bien ce qui s'était passé. On avait torpillé la loi pour permettre un 4e mandat. Oui. Aujourd'hui, la loi n'existe pas. La seule loi qui compte, c'est la loi du téléphone, c'est la loi de l'argent. Voici comment que fonctionne notre pays. Et dans cette situation, il n'y a aucune liberté. La liberté d'association. On sait pertinemment aujourd'hui le parcours d'un combattant que quelqu'un qui veut créer une association qui doit faire. On sait pertinemment qu'il y a des dizaines de partis politiques qui n'ont pas été agréés. Et certains, je partage avec eux les idées, d'autres, je ne partage absolument rien, mais je militerai pour que leur parti soit... L'affaire des avocats, vous en avez entendu parler, les avocats, le bâtonnat de Tlemcen? J'arrive à la... Justement, c'est celle qui suit, c'est la liberté d'expression. Quand je vois, et c'est associé, c'est à la fois la liberté d'expression et la liberté de l'intimité.
Quand on fait une injonction par un président de barreau à des avocats de ne pas s'inscrire sur les réseaux sociaux, y compris par un pseudonyme. C'est un Et le bâtonnier leur dit, si jamais quelqu'un des avocats va sur les réseaux sociaux, même sous pseudonyme, il passera en conseil de discipline et il sera suspendu. De quelle liberté nous parle donc ce ministre? Quand j'arrive à une autre liberté, la liberté de manifestation, quand on sait que pour une manifestation d'enseignants, on leur ramène 30 000 policiers, quand on sait que pour une manifestation de chômeurs, on leur ramène 20 000... Gaz de schiste à Alger, on a ramené des milliers de policiers. Des milliers de policiers, ajoutant à cela le travail en amont de la fliquerie, du DRS, ainsi de suite. De quelle liberté me parle ce ministre? La liberté de conscience et de croyance. Quand on sait aujourd'hui, y compris ceux qui croient, je cite le cas d'Ali Belhadj, auquel on interdit d'y aller à la mosquée les vendredis. Ça, c'est une remise en question, c'est une remise en cause de la liberté de conscience. Quand on sait d'autres cultes aussi ne sont pas permis, quand on sait aussi le non-culte n'est pas aussi permis, et pourtant, dans la noblesse de cette religion, à savoir la religion musulmane, il y a le respect du religieux et du non-religieux. La liberté d'opinion, quand on sait l'affaire de Temelt, qui a été assassiné parce qu'il a dit outragé. Qu'est-ce qu'il a dit? Absolument pas. Mais ce qu'on lui reproche, justement, c'est ce qu'il a dit sur d'autres dossiers et non pas sur le fait d'outrager le président. La liberté de la presse. Quand on sait aujourd'hui que le pays est classé par Transparency International, qui prend 3 critères, à savoir la liberté de la presse, à savoir l'indépendance de la justice, à savoir la liberté d'expression, elle est complètement classée parmi les derniers pays, y compris la Tunisie, le Maroc, la Mauritanie passent devant nous. Et je vais vous interrompre, Saïd Aknin. Je vais prendre Adel Jabbar, mais avant, j'aimerais rappeler que Freedom House vient de condamner l'Algérie, enfin, dans son rapport, vient de signaler que l'Algérie est classée comme un pays non libre. Elle est classée avec le Zimbabwe, entre autres. Entre le Koweït et le Zimbabwe. Alors, nous allons aller d'abord vers Adel Jabbar avant de passer quelques questions. Adel Jabbar? Oui, je suis avec vous. Donc, je reviens à vous. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce sujet? Ce que j'ai à dire, c'est que je suis de ceux qui pensent que notre pays est profondément ancré dans l'injustice, qui est devenue une véritable référence. C'est pourquoi les Algériens lambda, les justiciables, tous recourent à des artifices pour se protéger ou pour ne pas aller en prison, parce que le poids de l'injustice est énorme. Je vais vous citer un exemple vécu qui me concerne personnellement. C'est un cas personnel et je mets au défi monsieur le ministre de la Justice de faire application de la loi. Moi-même, j'ai été victime d'une énorme escroquerie. On m'a volé mon logement que j'avais confié en gardiennage à un membre de ma famille qui fut ex-colonel de l'armée algérienne. Et donc, il prévaut, même après 25 ans de retraite, il prévaut être encore colonel. Il l'a mis à son nom avec la complicité d'un notaire qui est connu. Et donc, quand j'ai appris cela, j'ai été déposé plainte à ce que je pensais être une justice. Lors de cette supposée transaction en Algérie, moi je n'étais pas présent en Algérie, j'ai tous les documents des autorités canadiennes qui stipulent que j'étais au Canada. J'ai un document, un rapport de la Direction générale de la Sûreté nationale, la police des frontières qui stipule hors de tout doute que de 1993 à 2007, je n'ai pas mis les pieds en Algérie, j'étais absent. Cette transaction s'est faite en mon absence. Elle s'est faite de façon tout à fait illégale sur la base de faux documents, de faux témoignages. J'étais supposé avoir vendu mon logement avec juste un extrait de naissance que n'importe quel kidam peut aller obtenir auprès d'une mairie. Je n'ai pas eu la preuve de mon chèque. Ma signature est fausse. J'ai demandé à ce qu'on expertise ma signature. Le juge en charge de cette affaire que je nomme, c'est le juge de la 5e chambre correctionnelle de Constantine, qui a refusé définitivement toute forme d'expertise. Il a refusé de prendre en considération un document de la Direction générale de la police algérienne qui stipulait, j'avais tout le record, tout le rapport qui disait qu'en 1998, j'étais absent de l'Algérie. Il a dit, je ne reconnais pas ce document, alors que je trouve quand même que c'est affreux. Les témoignages de mes parents que je n'étais pas en Algérie. J'avais saisi le Premier ministre, je ne vous le cache pas, le Premier ministre
Adel Jabbar, je me permets de vous interrompre, je comprends parfaitement, mais vous savez, les cas comme ça se comptent par milliers. Et d'ailleurs, vous me donnez l'occasion de proposer à tous les Algériens qui sont un peu dans votre cas, qui ont été abusés, comme vous, parce que le monsieur est un colonel, donc il vous prive de vos droits les plus élémentaires. Nous allons justement, vous me donnez l'idée, passer à chaque fois un cas comme ça de personnes qui ont été abusées, qui ont été violées dans leurs droits les plus essentiels. Et nous allons passer quelques questions. Alors, Nassim, oui, je vous en prie. Une petite information. Oui. Moi, je mets au défi ce ministre de la Justice. Oui. D'exécuter la loi. Je ne suis pas en train de demander d'outrepasser la loi. Je vais lui dire, monsieur le ministre, si vous êtes un ministre d'une justice équitable pour tous les Algériens, mon dossier se trouve présentement à la Cour suprême, je n'ai absolument plus aucune confiance, aucune crédibilité, parce qu'on a franchi toutes les étapes. Mais c'est clair, Adel Jabbar, vous venez à travers votre propre exemple de démontrer qu'il n'y a pas de justice dans ce pays, malheureusement. Absolument. Donc je profite, comme il n'y a plus de temps, je vais lire quelques questions et nous n'aurons pas de réponse puisqu'il ne reste plus de temps malheureusement. Alors, Nassim de Zeralda, de quel état de droit parle ce ministre? L'Algérie a été classée avec le Zimbabwe par le rapport Freedom House, ce que je viens de dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on pourrait lire avant de clore? De quel état de droit parle ce ministre? L'Algérie a été classée par le Zimbabwe, par le rapport Freedom House. Voilà. Donc, malheureusement, nous ne pourrons pas vous donner d'autres questions. Nous arrivons à la fin de cette émission. Ah, alors quelqu'un d'autre. Monsieur Louh, Monsieur Louh peut compter sur ses juges pour être indépendant, comme le juge et la juge qui ont assassiné Tamalt en le mettant en prison, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure aussi. La justice algérienne est-elle vraiment indépendante? Nadia de Paris, ce ministre vit dans quel pays? Il doit être attaqué en justice pour essayer de tromper le peuple, etc. Il y a d'autres questions. Saïd? Juste une parenthèse. Oui, très vite. Je pense que la comparaison qu'il a fait avec d'autres pays, il voulait juste évoquer son confrère qui s'est fait fouiller à la frontière en France pour suspicion. C'est-à-dire Green, quand il s'était fait fouiller. Ah, et non pas d'autres cas. Mais là, c'est une fouille corporelle. Ils l'ont pas mis en prison, ils l'ont pas tabassé. Sinon, aujourd'hui, les choses, elles se présentent comme elles se présentent, très vite. Tout être qui ose penser et agir librement est en état de résistance face à un régime illégitime qui lui dénie sa liberté à défaut de la lui confisquer. Nous avons un devoir de nous organiser, de libérer la parole et la justice n'est qu'entre nos mains. On n'attend pas qu'il nous l'offre. Nazim, un dernier mot? Non, un dernier mot, c'est qu'effectivement, on a bien sûr le devoir et même l'obligation de dénoncer l'arbitraire en Algérie. Mais il y a aussi, comme on l'a évoqué tout à l'heure, il y a aussi la responsabilité, nous, autant que citoyens, quand par exemple cette décision de, je sais pas, la caméra de la gestion, les avocats interdits de réseaux sociaux à Tlemcen, aussi nous, c'est-à-dire avocats, société civile, avons aussi l'obligation de contester. Il faut que les avocats, par exemple, les avocats ne bougent pas eux-mêmes, en premier lieu, aillent devant ce bâtonnier zélé qui décide. Franchement, on a l'impression que c'est le 14e, le 13e siècle. Comment un bâtonnier comme ça peut décider d'une manière aussi sommaire? Absolument. Et je reviens à Salah Debbouz. Et donc c'est comme ça que les choses vont changer. Vraiment moins d'une minute, s'il vous plaît, parce qu'on a largement débordé sur le programme. Salah Debbouz. Alors, en une minute, je dirais deux choses. La première chose, c'est que l'une des preuves, c'est que moi-même, je suis sous contrôle judiciaire depuis le 13 juillet jusqu'à aujourd'hui. Je suis obligé de faire 1200 km par semaine pour signer ce contrôle judiciaire. La deuxième chose, la liberté de tout dire n'a d'ennemi que les gens qui veulent avoir la liberté de tout faire. Ça, c'est une citation que j'ai trouvée et que j'aime beaucoup. Merci beaucoup Salah Debbouz, merci beaucoup Nazim Taleb, merci beaucoup Saïd Aknin.
Merci beaucoup, Adel Jabbar. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Barakallahu fikum, khala khair.